Pourquoi mon père avait rien dit, pourquoi ma mère elle avait... Enfin voilà, j'ai tout le temps ce besoin de comprendre. Je me sentais une proie sans arrêt. J'avais peur tout le temps qu'il se passe quelque chose. Son regard était très explicite, c'était un regard qui disait « je ferai de toi ce que je veux ». Je sentais ce poison qui envahissait tout, y compris tout air qu'on respirait dans cette maison. Tout se passait au sein de la famille, chez nous. En fait, je voulais savoir si c'est moi qui n'avais pas compris la chose, si ça se passait comme ça, si c'était normal ou pas, quoi. Ils sont 7. Ils s'appellent Sandrine, Nicolas, Nadia, Valérie. Il y a aussi Marie et ses 2 filles, Louise et Joséphine. Joséphine, la sœur de Louise, nous parlera à visage caché. Ils ont entre 23 et 60 ans. Ils viennent de différents horizons, de différents milieux, et ils vont tous nous raconter leur histoire, celle d'un tabou. Leur histoire pourrait être celle de votre voisin, de votre cousin, ou même celle de votre propre famille. Car ce qui leur est arrivé, ce n'est pas une histoire exceptionnelle. C'est celle de plus de 2 millions de personnes en France, selon le dernier sondage Ipsos. Ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir la force, le courage de parler de leur enfance trahie. Ils sont une infime minorité à sortir du silence. Enfants, ils se sont sentis seuls au monde. Ils ne savaient pas alors combien leur destin pouvait se ressembler. Ils ne savaient pas que les épreuves, les étapes qu'ils ont traversées, sont quasiment toujours les mêmes dans ces familles incestueuses. Ma mère était toujours tirée à 4 épingles, mon père aussi quand il sortait. Il passait vraiment pour le couple, je sais pas, Barbie et Ken, quoi, avec leurs 2 enfants. C'est toujours donner une façade propre et voilà, de gens lisses, de gens irréprochables. Moi, je trouve qu'on était un foyer heureux et uni. Ouais. Franchement, heureux, uni, tout roulait, à part les petits bobos quotidiens. Il ne pouvait pas leur arriver quelque chose au sein de la famille. C'était inenvisageable. Inenvisageable que le lieu qui doit protéger devienne celui du danger. Et pourtant, les chiffres attestent que plus de 2 tiers des agressions sexuelles ont lieu au sein même de la famille. Mais comment la mécanique se met-elle en place ? Mon premier souvenir d'abus sexuel, je m'en rappelle très très bien. Je pense que c'est celui dont je me rappelle le mieux. On était allé chez ma grand-mère et après j'étais partie avec mon frère et on était partis jouer dans le jardin. Et donc il y a un de mes oncles qui est venu, je pense, sous prétexte de nous surveiller. Donc j'avais 12 ans en fait, la première fois dont je me souviens, j'avais 12 ans. Il m'emmenait dans un café en fait, dans un petit village, je ne saurais plus dire où, en tout cas. Et puis ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il m'a acheté plein de bonbons. C'était dans son appartement, on était partis en famille l'après-midi.
Ma mère m'a fait prendre une sorte de douche-bain chez lui. Et voilà, je l'ai vu arriver. Et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'était pas normal, que c'est pas l'oncle qui vient voir si tout se passe bien en mettant une gentille petite caresse sur la tête. C'est pas ça. On voit le regard, l'intention. Il a commencé à glisser sa main, c'est-à-dire sur la cuisse, sur le dos. Il m'a touché le sexe, des choses comme ça, qui étaient pour un enfant qui prend son bain quelque chose déjà que j'ai ressenti et que je ressens encore de toute façon en moi comme déjà un grand moment d'effroi. Et donc il m'a entraînée derrière la voiture et en fait c'est là qu'il a commencé à me toucher, à mettre sa main dans ma culotte, etc. Et moi je me rappelle que je pleurais et mon père après est arrivé et il a surpris donc mon oncle et il l'a attrapé violemment par le col et il l'a rentré dans la maison en fait. Mais après, je suis retournée jouer avec les autres parce que je me suis dit, voilà, il l'a attrapé. Tout le monde va voir comment mon père est furax et forcément, ils vont lui demander ce qui se passe et il va le dire. Ça ne pouvait pas être autrement, quoi. Par exemple, le matin, tout ce qu'une petite fille normale fait, va voir ses grands-parents quand elle se réveille. Donc mon grand-père il restait encore dans son lit, j'allais le voir, donc il commençait à abuser de moi et puis ma grand-mère arrivait et elle lui disait d'arrêter mais lui il continuait, il lui disait sors, donc elle partait, elle fermait la porte et elle me laissait avec lui. Il m'a emmenée donc dans une hutte et ce dont je me souviens c'est qu'il y avait donc 2 lits superposés et il faisait très très froid. Il m'a dit, écoute, puisque il fait très froid, on va pas faire les 2 lits, on va dormir ensemble, etc. Donc j'avais entièrement confiance en cet homme. Il avait beaucoup d'autorité sur moi et voilà, c'est la première fois que ça s'est passé. L'interdit absolu, posséder la chair de sa chair, est transgressé. Pour tous, cette première fois n'est que le début d'une longue série. Car l'inceste, c'est un viol qui dure des années. L'histoire de Nadia commence en Algérie, dans un petit village de montagne. Elle naît au sein d'une fratrie de 10 enfants. Son père part se battre pour l'indépendance de son pays. Alors à la maison, c'est la loi des frères qui triomphe. C'est d'abord l'aîné qui l'agresse sexuellement, puis le cadet, celui qu'elle nomme M. Elle a alors 4 ans. Ça se passait à la maison. Souvent, d'ailleurs, la première fois que ça s'est passé, c'était 1 heure de sieste. Au début, c'était petit à petit, puis après, ça allait de plus en plus loin, et de plus en plus fréquemment. Pas que les siestes, c'était les nuits, c'était la bagarre, comment je vais dormir cette nuit? Comment je vais faire pour dormir? Où aller, surtout. J'avais beau fermer la fenêtre, la porte, c'est de ma chambre. Il arrivait tout le temps et il fallait que je passe à la casserole, quoi. Je me rappellerai tout le temps. Faites secours sur moi, c'est tout. Un rituel qui durera plus de 10 ans. Pour Sandrine, c'est à l'âge de 5 ans que tout commence. Son oncle est alors un adolescent de 16 ans. J'ai le souvenir en tout cas qu'il me demandait de me mettre toute nue
et de ramasser toutes les poussières qu'il y avait par terre à la main. Enfin, voilà, il y avait toutes sortes d'humiliations, puis des humiliations, en fait, ça passait après à des attouchements, et puis après, en fait, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus loin, quoi. Il y avait un rituel d'intimidation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrivait, moi, je sentais tout de suite la mise en place d'un double jeu. Voilà, donc il arrivait, il avait un contact avec mes parents, un contact officiel avec nous, et parfois par bribes de moments, un regard, une intention, pour bien montrer en fait ce que moi je ressentais, ce que je ressentais, moi qui voulait me dire, c'est moi qui décide. C'est moi. Et c'est vrai que de montrer, tu vois, tes parents, j'en fais ce que j'en veux, on leur fait 3-4 blagues, on les met dans la poche, et en fait c'est moi le maître ici, c'est moi qui décide de ce qui se passe. Je me souviens aussi d'une chose, c'est qu'à côté de son lit, il y avait des livres érotiques. Et il me les faisait lire. Il y avait des choses avec des BD, en fait. Il venait avec ses BD porno en noir et blanc. Il me demandait de prendre des positions comme dans les BD. C'était de plus en plus récurrent, en fait. C'était de plus en plus souvent. C'était donc je disais le midi au début, puis après c'est devenu le soir. Donc il disait à ma mère qu'il allait purger le radiateur de ma chambre. Donc il montait dans ma chambre, bon, je grandissais, hein, je suis devenue ado après, et là, il me violait dans mon lit, quoi. Voilà. Que se passe-t-il alors dans la tête de Valérie ? Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant quand ses propres parents deviennent une menace ? On se sent comme une espèce de pantin, un pantin qui est là que pour assouvir en fait la pulsion, le désir, ce que maintenant j'appelle la pulsion, le désir, mais pour moi à l'époque c'était la volonté de ce que quelqu'un d'autre peut faire sur soi. Et je dirais même pas que c'est dominant-dominé, parce que le dominé, au bout d'un moment, il n'est même plus dominé. C'est pire que dominé, il est par terre. C'est une lutte même plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en tant qu'enfant, quand on sent que cette force qui m'a semblé inhumaine, est tellement dépassante qu'il n'y a plus de lutte. J'ai cherché n'importe quel coin perdu, n'importe quel recoin pour me cacher. Mais de toute façon, ils m'ont retrouvée. Ils m'ont retrouvée, c'est comme ça. D'ailleurs, ils me le disaient, avec la résonance que les mots qui me reviennent là. De toute façon, où que tu vas, je te retrouve. Voilà, c'est le mot. Il me disait qu'il fallait rester tranquille, quoi, et que... Il disait qu'il fallait qu'il m'apprenne, en fait, comment... C'était mon maître. Le soir, dans ma chambre, je me dis, mais pourquoi je m'en vais pas en courant? Pourquoi je me débats pas? Mais en fait, c'est que tout mon corps, il était complètement tétanisé, quoi. J'étais incapable de bouger, incapable de dire oui, non, enfin... Puis la question se posait pas de toute façon. Il n'y avait pas... À aucun moment, je me suis dit, là, je vais lui dire non, quoi. C'était... Il y avait une espèce d'emprise. En fait, je me souviens, des fois, il suffisait d'un regard et je savais qu'il fallait que j'aille dans la chambre. L'agresseur impose ses propres règles, des règles folles, destructrices, autant physiquement que psychologiquement. Mais l'enfant, lui, dans ce chaos, que peut-il comprendre ? On cherche, je pense, et j'ai cherché une justification. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'attaque à moi de cette manière aussi violente ?
qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter une telle attaque, une telle haine? Et cette haine, on l'intègre comme quelque chose de, si on a essayé de te détruire, c'est qu'il y avait une raison. On se dit que déjà qu'on je sais pas, on n'est pas normal, et puis en plus on se dit pourquoi nous, on a fait quoi, on a provoqué quoi pour ça? Si le grand-père a ressenti ça, c'est peut-être aussi à cause de nous, donc ouais, on se remet en question, puis on a honte, quoi. Et il disait souvent que c'était moi qui venais le chercher, que lui me disait non, il fallait pas, mais que moi, du haut de mes 5 ans, je lui disais que si. En fait, pour lui, il avait instauré comme une relation amoureuse, quoi. C'était... Et que moi, j'étais en demande et qu'il répondait à mes demandes. J'ai l'impression, à 6-7 ans, d'être la pire des perverses de la Terre, quoi. Je me sentais super coupable. Je me sentais très sale, honteuse, tous des sentiments négatifs. Le fait, en plus, que ça se reproduise derrière et que moi, je sois vraiment complètement incapable de dire non, je me sentais carrément complice, quoi. J'étais incapable de dire non parce que... dire non, c'était dire oui avant, en fait. Le corps, il vit avec l'excroissance, avec la douleur. Mais ce qui devient le plus insupportable, c'est le silence. Ma chambre était au second étage. Ma mère était juste en dessous, donc je ne vois pas comment elle n'aurait pas su, quoi. Je veux dire, en plus, ça ne durait pas quelques minutes. Donc, en étant juste en dessous, je ne vois pas comment elle a pu ne pas voir. Quand on est enfant, on ne va pas voir ses parents dans un climat de peur. On ne va pas leur dire « Vous savez, tonton, c'est un violeur ». Non, on se cache, on fait du bruit, on hurle, on est turbulent, on se touche les organes génitaux. C'est comme ça qu'on parle, on ne fait pas une lettre en recommandé. Il y a pourtant des familles où les enfants trouvent la force incroyable de parler. C'est l'histoire des 2 sœurs, Louise et Joséphine. C'est aussi l'histoire de leur mère, Marie. Louise et Joséphine grandissent dans une famille aisée où l'éducation est stricte. Elles vont subir les abus de leur grand-père, un patriarche qu'on ne contredit pas. Elles ont alors 3 et 5 ans. Leur grand-père, 70. C'est Louise qui, la première, va rompre le silence, à table, devant ses parents. J'en ai parlé, j'ai essayé de l'expliquer avec mes propres mots, mais je l'ai expliqué aussi avec mes mains. J'ai dit comme ça, papy, il a fait ça. Je me souviens que quand elle a parlé, je lui ai dit de se taire tout de suite. Je lui ai dit, tais-toi, on peut pas en parler, on n'a pas le droit d'en parler. En fait, je voulais savoir si c'est moi qui n'avais pas compris la chose, si ça se passait comme ça, si c'était normal ou pas, quoi. Et j'attendais de voir les réactions de mes parents, quoi. Et là, bon, moi, j'avoue, je suis tombée de très haut. Et là, mon mari a convoqué ses frères, qui ont convoqué mon beau-père. Ils en ont parlé ensemble. Et tous les 4, avec lui, ont décidé que bon, on n'en parlerait plus. Et puis après, on n'a plus du tout parlé. On a pu parler, donc à partir de là, il y a ce point d'interrogation en fait qui s'installe et on ne sait pas si c'est normal ou pas. Donc quand il recommence, on se dit bon tout le monde le sait, donc c'est normal. On aurait dû porter plainte, ça c'est certain, la première fois, on l'a pas fait. Et puis après,
bon, on s'est dit, ça va, il va plus recommencer, on fait confiance. Et malheureusement, il a continué parce que il a continué. Bon, ça s'est essentiellement passé par la suite, même lorsqu'il venait à la maison. Donc c'était quasiment, enfin pas sous nos yeux, mais quasiment sous nos yeux, parce que moi dans la cuisine, lui dans le salon, avec les enfants, mes beaux-parents là, et moi, je dirais une sorte de naïveté, me disant mais c'est pas possible, ça peut pas. Enfin, j'étais persuadée que effectivement ce qu'il avait dit, qu'il ne recommencerait plus jamais. Mais le grand-père va continuer. Pendant plus de 8 ans. Ma grand-mère arrivait généralement avec des bonbons ou une petite carte, et lui arrivait avec une petite enveloppe avec 100 francs dedans. Elle était très gâtée, hein, ça y est, pas de souci. Peut-être comme ça qu'on achète le silence. Hein, mais... Tout le monde s'est instauré en fait ce silence. Donc tout le monde est plus ou moins responsable de cette situation, quoi. Personne n'a, pour moi, c'est dur, mais personne s'est manifesté et s'est positionné en tant qu'adulte. Mais moi j'étais là et je pensais que ma présence suffisait, si vous voulez. Même d'une pièce à l'autre, enfin bon, je pensais que le fait d'être là suffisait. Mais non, ça n'a pas suffi, malheureusement. Parce que j'étais certaine que, bon, autant quand vous laissez vos enfants chez des grands-parents à la campagne, ou vous dites vous n'êtes pas là. S'il se passe quelque chose, vous n'êtes pas là. Mais là, chez moi, je pensais que réellement, mes filles étaient protégées. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir été complice de quoi que ce soit. Ça, je vous dis, je crois que je pourrais pas me regarder dans une glace si jamais j'avais ce sentiment-là. Complice, aveugle, irresponsable. Une chose est sûre. Contrairement à ce que l'on pense souvent, l'inceste ne se réduit pas à une relation de domination entre un abuseur et un enfant. Non. C'est une affaire qui empoisonne toute une famille avec un personnage clé. S'il y a quelqu'un à qui j'en veux, c'est vraiment ma mère. Le nombre de fois où je disais non, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Khalini, c'était impossible qu'elle n'entende pas. J'appelais maman, maman, yimma, 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 c'est en arabe. Et il n'y avait personne qui arrivait. Et qui d'autre pouvait venir? Avec ma mère qui pouvait venir. Hein. Donc des indices, oui, elle en a eu parce qu'elle a trouvé du sang dans mes culottes à 6 ans, 7 ans. À l'époque, elle s'est dit que j'avais peut-être mes règles. Donc je pense que bien sûr, au fond d'elle, elle savait très bien ce qui se passait. Mais elle ne voulait pas voir. Je me dis que quand on est mère, c'est notre sang, c'est notre chair, et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas réagi. Alors elle dit qu'elle n'a pas vu, qu'elle a été écrasée par mon père, par sa famille, mais moi je pars du principe que à partir du moment où c'est ses enfants, n'importe quoi, n'importe qui, on peut l'écraser sur son chemin. Et elle était là quand on avait besoin d'elle, dans le sens où elle était là pour venir nous chercher à l'école, elle était là pour nous donner notre bain, elle était là pour nous faire plus ou moins nos devoirs. Même si vite elle s'énervait, mais elle a beaucoup plus misé sur sa relation avec notre père, ça c'est sûr. Elle a fait passer notre père avant nous. Je pense qu'elles m'en voudront toujours. Enfin,
Et je l'assume, hein, enfin, c'est normal. J'ai pas su j'ai pas su les protéger. Enfin, j'ai pas su. J'ai pas vu. Je voulais être tellement maigre qu'il puisse plus toucher mes fesses, parce que avec M, il y avait, on va dire que c'était assez obscène. Pendant des années, je me fais des trous en pensant que si je fais des trous à mes fesses, il n'y aura plus rien, quoi. Donc il viendra plus m'embêter, quoi. C'est tout. Je me remplissais de nourriture, pour oublier, pour me punir aussi. J'avais un corps qui me plaisait pas, qui me dégoûtait, franchement, c'était pas que mon corps, quoi, c'était tout mon être qui me plaisait pas, qui me dégoûtait. Je pourrais dire aussi que je me mutilais, quoi. J'aimais bien me faire mal, quoi. Sentir la souffrance, la douleur, c'était... je sais pas comment l'expliquer. Dès que je pouvais frapper dans un mur et me faire mal à la main, je le faisais. Dès que je pouvais me pincer, me griffer, jouer avec des ciseaux, je le faisais. J'étais toujours entre... je prenais des risques, quoi. J'étais entre deux. C'est encore là, quoi. Mon corps, je peux pas me voir, je peux pas, parce que parce que c'est inscrit en moi tout le temps, c'est moi qui l'ai attiré. C'est pas possible, hein. C'est moi qui suis coupable. Donc, c'est mon corps qui est coupable. Si j'avais pas ce corps, il aurait pas abusé de moi tant d'années, c'est tout. Je venais d'avoir 14 ans et un mois auparavant, j'avais décidé de ne plus manger. Donc je devenais de plus en plus maigre. Et il me regarde et il me dit « Ah, de toute façon, maintenant, t'es qu'un tas d'os, hein. Aucun chien voudra de toi. » Et ça s'est fini comme ça. Ça a duré jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Je me suis dit, la prochaine fois qu'il vient, je vais l'attendre, quoi. Donc j'ai caché un gros couteau de cuisine sous mon oreiller. Et la fois d'après, en fait, quand il m'a attendu dans ma chambre, j'ai sorti le couteau. Je pense qu'il a vu quelque chose sur mon visage ou dans mon regard, enfin je sais pas, quelque chose qui lui a dit que s'il recommençait, je serais capable de lui faire du mal. En fait, j'ai été formée assez tôt. C'est sûrement une chance pour moi. Et puis j'ai été réglée rapidement aussi. Donc, et puis oui, j'ai eu ma poitrine qui a poussé. Mon corps s'est développé et je pense que ça l'intéressait plus. Pour Nicolas, il y a cette dernière nuit de juillet. Son oncle, membre d'une secte sataniste, l'emmène au milieu d'une forêt où une messe rouge est organisée. Un rituel sectaire d'une rare violence, au cours duquel il sera torturé et violé par un groupe de 10 personnes.
moi, j'ai, à ce moment-là, souhaité mourir. Et à ce moment-là, devant tant de douleur et tant de peur, parce que pire que la douleur, je pense que c'est la peur qui m'a le plus profondément marqué, c'est l'envie, à tout point de vue, que ça s'arrête. Je pense que pendant très longtemps, quand j'avais des relations sexuelles, c'était comme dans un film porno, quoi. Je connaissais pas autre chose. Donc, il n'y avait pas de sentiments, il y avait pas. J'arrivais en fait à détacher le côté sexuel du côté sentimental. C'était pas un plaisir très sain, c'était aussi un plaisir du fait que je voyais que j'avais, moi, à mon tour, un pouvoir ou une emprise sur quelqu'un. Ouais, il fallait que j'ai ma part de... que je punisse à mon tour, quoi. Pas pour faire du mal, dans le sens où ça m'a fait plaisir de faire du mal, non. Il fallait que j'ai ma part de petite vengeance, enfin il fallait que ce soit moi qui décide, que ce soit moi qui dise oui, qui dise non, qui fasse, en tout cas, voilà. Je faisais enfin ce que je voulais. D'avoir cette sensation de reprendre l'homme comme un objet et d'en faire ce que je veux, voilà, et puis et à la limite, si je le fais souffrir après, tant mieux, quoi. Peut-être que là, justement, j'inverse les rôles, mais c'est un peu comme un chasseur qui guette une proie. Là, je m'en repérais un, et je le veux, et une fois que je l'ai, il m'intéresse plus, quoi. On passe au suivant, et si celui que je laisse en arrière, il souffre le martyre, tant mieux, quoi. Je pouvais prendre des risques, j'étais jusqu'à faire des très graves erreurs, notamment je couchais à droite et à gauche. Mais comme après ça s'est alterné par la bonne sœur, voilà, donc l'abstinence totale, la bonne sœur. Donc, Mais comment, après de tels chocs, avancer dans la vie ? Comme la plupart des victimes d'inceste, Nicolas, Nadia et les autres vont connaître ce que les médecins appellent le déni, un phénomène stupéfiant. Pour survivre, l'individu oublie inconsciemment ses traumatismes. Au sens propre, durant des années, dans sa mémoire, les abus n'existent plus. Il y a un véritable blackout. Hein. Si quelqu'un, mettons, veut dire, mais alors, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ? On peut dire non. Globalement, c'est quelque chose qui est occulté de notre psychisme et de notre vie consciente. Pendant, on va dire peut-être une vingtaine d'années, c'était totalement occulté. Hein. C'était chute et parti, j'ai une autre vie, je suis ailleurs, ça m'est pas arrivé, c'est pas vrai, je peux pas y penser. Il fallait que j'oublie totalement. C'était comme si on avait mis on avait coulé du béton dessus, et puis un jour le béton, ça craque, ça pouf. Les souvenirs de Nadia ressurgiront brutalement à l'âge de 30 ans, lorsqu'elle rencontre un homme qui ressemble à son frère, M. Absolument tout ce qui m'est arrivé, mais alors du début de mon premier canard sous la douche, juste à la fin du rituel, mais tout m'est revenu d'un seul coup, comme vraiment une espèce de diaporama en accéléré. C'est d'une énorme fulgurance et
qui m'a mis un peu KO et où vraiment tout mon psychisme s'est remis en place à ce moment-là. Pour Nicolas, c'est la rencontre avec sa première femme, à 23 ans, qui va tout déclencher. Je pense que dans mon cas, j'avais une telle volonté d'aimer profondément que je savais que je pense que je ne pourrais pas aimer avec ça d'une manière comme ça, souterraine en moi, c'est que ça me posait trop de problèmes relationnels. Je ne pouvais pas être dans une vérité, en fait. Valérie, elle, aura de violents flashs de mémoire lors de sa première grossesse. Pour Louise, le déclic a lieu à 12 ans, un jour où son grand-père abuse d'elle à nouveau. Là, j'ai tous les souvenirs qui sont revenus en tête que j'avais mis dans un coin de ma tête et que j'avais étouffé, quoi. Et donc tout a ressurgi. J'aurais pu aller voir ma mère. J'aurais pu aller voir expliquer à mon père. Mais je suis allée voir tout de suite ma sœur. Tout de suite. Et quand je suis arrivée dans sa chambre, je lui ai dit, je sais pas si je pète un plomb, j'en sais rien, je comprends pas, mais j'ai l'impression que j'ai fait un cauchemar, mais en même temps j'étais réveillée, je comprends pas. Attends, est-ce que c'est normal ou je délire parce qu'à la limite, on se demande si on n'est pas folle, quoi. Donc j'ai expliqué ce qui s'était passé et je pense qu'elle savait très bien où j'allais en venir, quoi. J'ai senti en elle tout qui remontait aussi d'un coup. Ça venait vrai, quoi. C'était, j'avais pas, je m'étais pas fait des films. C'est là tout a ressurgi, quoi. Le temps du déni est écoulé. La mémoire est retrouvée. Pour certains, c'est le moment d'affronter leur agresseur. Moi, je sais que quand je lui ai dit les choses à mon agresseur, il m'a fait du chantage au suicide. Il m'a dit qu'il allait se foutre en l'air. Il m'a dit qu'il se promenait avec un fusil dans son camion, puisqu'il se promenait en camion. Et là, j'étais encore dans un état où c'était moi la coupable. Moi, j'y suis allée très calmement et je lui ai dit, bah voilà, je viens de voir parce que tu m'as fait quelque chose quand j'étais petite et j'ai pas oublié. Et en fait, tu m'as pourri ma vie. Et je voudrais savoir pourquoi, en fait. Pourquoi tu m'as fait ça. Et en fait, il s'est mis à pleurer, il a panié. Il m'a dit qu'il était désolé et que c'était des conneries de jeunesse, en fait. Puis il s'est vite débarrassé de moi en me donnant sa carte de visite et en me disant, mais rappelle-moi, on va se prendre un café, on va en discuter, etc. Et puis après, j'ai plus jamais eu de nouvelles, en fait. Reste maintenant un autre silence à briser, celui du clan familial. Mais envers et contre tout, les résistances sont impressionnantes. Quand j'ai parlé de ça à ma mère, s'est écroulée en pleurs en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire quel malheur ?» et voilà, elle s'est écroulée. Attitude un peu théâtrale. Et mon père, pour être cru, il m'a dit « bon, bah voilà, maintenant c'est fait, bon, mais qu'est-ce qu'on mange, quoi ?» Ma mère, quand elle l'a su, quand je lui ai dit, après la naissance de ma fille, donc il y a à peu près 8 ans de ça maintenant, je pense, elle m'a traité de pute. Voilà, pas de prostituée, pas de non, elle m'a traité de pute. Elle m'a dit que j'avais fait ça pour de l'argent. Donc ce jour-là, je me souviens encore, j'étais dans un fauteuil chez moi, dans ma maison, dans la maison que j'habite maintenant, et j'ai hurlé de douleur. Bah, mon père, c'est un peu comme le reste de la famille, j'ai pas arrêté de lui dire, de lui crier pourquoi. Pourquoi t'as laissé faire ça, pourquoi t'as pas réagi, pourquoi tu m'as pas protégée. Et pendant très longtemps, il voulait pas en entendre parler. Il me disait, mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, moi je m'en souviens pas.
Et je lui dis, bah voilà, moi, tant que tu refuses de parler de ça avec moi, je veux plus te voir, quoi. Et finalement, quand il a été prêt, quelques mois après, en parler avec moi, il a reconnu, quoi. Maintenant, plus de 15 ans pratiquement après la divulgation officielle devant la famille des faits, je peux dire concrètement que rien n'a changé. Absolument rien. À part que moi, je suis en contact avec eux d'une manière diplomatique. Et quand parler ne sert à rien, alors seule la loi peut faire bouger les choses. La loi qui fixe clairement la frontière entre l'abuseur et la victime. La loi qui dit clairement que l'inceste est un crime. Si 3/4 des victimes d'inceste ne portent jamais plainte, Louise et Joséphine, elles, ne plieront pas face à leur agresseur. En 2003, elles assignent leur grand-père en justice. Malgré les pressions, les nombreuses lettres du grand-père pour les faire renoncer, leur détermination reste entière. Aux côtés de leurs frères et de leurs parents, elles affronteront 4 années de procédure judiciaire. Il n'y a pas eu un moment où j'ai voulu faire retour en arrière, même si ça a été très dur et que c'était un travail tous les jours ouais, que c'était pas évident, c'était pas facile. Ça, je dirais jamais l'inverse. C'est vrai que ça a été dur, mais on est allé jusqu'au bout. Elles ont plus de 20 ans quand le verdict tombe. Le grand-père est condamné à 3 ans de prison. Il fait appel, mais décède quelques mois avant d'être incarcéré. Néanmoins, pour les 2 sœurs, le jugement est une réelle libération. Là, pour moi maintenant, je peux me construire. Pas me reconstruire, me construire. Ça y est. Ouais. C'est fini. Nicolas a porté plainte contre son oncle en mars 2004. La procédure est extrêmement lente et complexe. Il se bat seul. Le procès est encore loin. Mais ni Nadia, ni Valérie, ni Sandrine n'ont pu intenter de procès à leur bourreau. Il leur avait fallu des années de travail sur elles-mêmes pour franchir toutes ces étapes psychologiques. Le jour où elles se sont senties enfin prêtes à saisir les tribunaux, il était trop tard. Le délai de 10 ans que leur accordait la loi était passé. Il y avait prescription. Que la justice ait tranché ou pas, comment faire le deuil d'une enfance qui n'a pas eu lieu? Nadia a dû rompre avec sa famille, fuir l'Algérie. Elle a refait seule sa vie en France. Une grande partie de sa reconstruction passera par la lecture, l'écriture de poèmes. Nicolas est devenu chanteur lyrique. Il est père de 2 enfants. Pour avancer, tous ont fait un vrai travail psychologique.
aidés pendant des années par des psychiatres, des groupes de parole, des thérapeutes familiaux. Des démarches qui permettent à certains de renouer avec leur famille. Mon père aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on réussit à reconstruire, enfin à construire même une relation qu'on n'a jamais eue. Donc il est très protecteur maintenant vis-à-vis de moi, il s'occupe même trop de moi, il m'appelle tout le temps pour savoir comment je vais parce qu'il est très inquiet. Et aujourd'hui, il se rend compte que vraiment toute la famille déconnecte complètement. Et même, je pense que quand il me voit agir avec mes enfants, il se rend compte que les enfants, c'est des enfants, quoi. Donc il voit quand même la différence aussi, il voit que les comportements ne sont pas les mêmes. Tout le monde a son chemin avec des embûches. Moi, je les ai eues très tôt et il m'a fallu longtemps pour les surmonter, mais j'arrive maintenant aussi à un âge où j'ai certains côtés de ma vie qui sont beaucoup plus simples que bien des gens et j'ai une capacité à être heureux qui est très importante. Voilà, et que moi, mon chemin il a peut-être été très très dur de 6 à 30 ans, et que j'ai dû énormément remuer de choses en moi-même et de capacités de vie, mais pour moi, c'est du passé. Et si je vais bien, si mes fils ils me voient le matin sourire, profiter de la vie et vivre en paix et vivre d'une manière épanouie, je leur transmettrai quelque chose qui sera avec ses défauts, mais qui sera vivant. Quand je vois ma fille et mon mari, je vois qu'il y a quand même quelque chose de bien qui peut sortir de moi. Donc c'est la preuve vivante que tout n'est pas mauvais en moi. Si moi, mon attitude, c'est de me dire que ma vie est conditionnée par ça, c'est que là, il m'aurait vraiment violé. À partir du moment où moi, je vis, où moi, je vibre, où moi, je suis heureux, où moi, je suis en amour avec les gens autour de moi, en fait, ils ne m'ont pas violé. Ils auront essayé, eux, dans leur haine, de m'humilier, de me faire du mal, mais dans le fond, ils n'auront pas réussi. J'ai dit, ah, ce corps, ils l'ont vu, il est pourri, mais là, ils t'auront jamais. Hein. Donc, bon, et c'est là, je crois que, bon... Mais c'est vrai, ils n'ont pas eu ma tête. Plus les jours passent et plus j'ai de recul et plus j'accepte mon histoire. C'est mon histoire, ça c'est sûr. Ça restera mon histoire, mais plus les jours passent et plus la souffrance diminue, quoi. Et le pardon prend place. À qui t'en veux le plus, en fait? Maintenant? Personne. Personne. L'inceste. Qui passe à l'acte? Pourquoi? Aujourd'hui, les experts identifient clairement 3 profils de criminels. Les névrosés immatures, souvent peu équipés intellectuellement, qui représenteraient 80% d'entre eux.
les intellectuels pervers, 10 à 15%, et les prédateurs sadiques, comme Joseph Fritzl, qui a séquestré et fait 7 enfants à sa fille. 5% d'entre eux. Nous avons décidé de leur donner la parole pour essayer de comprendre leur terrifiante logique et de décrypter leurs mécanismes avec les experts qui les côtoient, qui les connaissent. Quelque part en France, cet homme que nous découvrons de dos est coupable d'inceste. Il a pourtant l'apparence d'un homme ordinaire. Il vit une vie a priori banale. Il a un métier qu'il aime. Il s'est marié 2 fois. Il a 2 enfants. Et dans son petit appartement, il rêve d'une maison coquette. Moi qui aime bien le bleu, par exemple, bah ça c'est le petit genre de maison qui me plairait. C'est une maison d'un certain charme qui est à l'étage sûrement, parce que quand on voit là, il y a des fenêtres sur le côté, mais là il y a la petite barque, moi qui suis pêcheur, donc ça me permettrait d'aller à la pêche. Puis c'est le petit de maison qui me conviendrait très bien. Le bleu, pourquoi? Le bleu parce que ma maman, chez nous on était 9 enfants et maman nous a attribué chacun une couleur. Et le bleu, ça a été la couleur qui m'a été attribuée. Et c'est vrai que j'adore le bleu. Comme ça. Cet homme, que nous appellerons Bernard, a commis l'inceste il y a 15 ans. Il s'est livré à des attouchements sur sa fillette de 5 ans. Il accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Une parole brute, choquante. Comme de nombreux abuseurs, Bernard tente de se défendre, de se trouver des excuses, comme par exemple celle d'avoir été rejeté par sa femme. Dans les derniers temps, dans les derniers moments de notre vie avant la séparation, on faisait chambre à part, parce que je ne pouvais plus supporter de dormir auprès de quelqu'un qui voulait plus me donner cet amour. Et va venir de là la déviance où je vais projeter cet amour, malheureusement, sur ma fille. Alors, ce qui se passait, c'est que moi, j'allais dans la chambre de notre fille. Donc, notre enfant dormait. Et je profitais de ce sommeil pour m'approcher d'elle. Et après, faire ce que j'ai pu faire sur elle, avoir des gestes déplacés. Donc, mais ça se passait pas dans le lit. Moi, j'étais à côté du lit. Donc, et sur cet enfant, je procédais à des attouchements sexuels. Mais tout se passait dans le noir. Il n'y avait pas de lumière pour pas que l'enfant, bien que réveillé ou alors plus ou moins endormi, ne voit pas ce que j'étais en train de faire. Sur son corps. Et quand j'avais fini ma chose, je retournais me coucher comme si de rien n'était. Et ça a duré quand même à peu près 2 ans. Sur une période de 2 ans, j'ai abusé de cet enfant. Mais vous n'aviez pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal? Non, j'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. C'est parce que l'enfant ne m'en a pas parlé. Il m'a pas dit, papa, voilà, je veux plus que tu me fasses ça, ou papa, j'en ai parlé avec maman. C'est ça qui est... La mère ne m'en a pas parlé, la fille ne m'en a pas parlé. Je veux pas dire qu'on m'a laissé faire. Mais en même temps, comme il n'y avait pas... Ça paraît peut-être stupide, mais comme il n'y avait pas d'interdit, j'ai continué. Je peux dire que j'aurais jamais dû avoir ce comportement. Surtout que moi, je l'avais déjà vu vis-à-vis de mon papa, bien qu'à l'époque, je trouvais pas ça anormal. Mais j'ai vu mon papa faire des choses avec ma petite sœur qui font qu'aujourd'hui,
c'est des faits qui pourraient être qualifiés d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. C'est une chose que qu'aujourd'hui encore je me pose la question que je ne comprends pas. Est-ce que c'est venu de là, ou est-ce que parce que je me dis pourquoi moi? Peut-être que au sein de ma famille, il y a d'autres frères et sœurs qui peut-être ont vu, et ces gens-là n'ont pas fait ce que j'ai pu faire moi envers mon enfant. Bernard témoigne aujourd'hui libre, mais il a payé pour ses actes. Dénoncé par sa fille quelques années plus tard, il a été condamné à 5 ans de prison. Il a enfreint la loi, et au regard de l'inceste, la loi est claire. La loi interdit d'avoir une relation sexuelle avec un membre de sa famille qui ne serait pas légalement majeur. Dans les autres pays européens, la législation relative aux crimes d'inceste est la même qu'en France. Sont prohibées sous peine d'emprisonnement toute relation sexuelle entre un adulte et un enfant de moins de 18 ans au sein d'une même famille. Les tribunaux français et allemands font état chacun d'environ 2000 condamnations par an. Mais les experts s'accordent à dire que le crime d'inceste serait bien plus courant que cela. La majorité des agressions sexuelles se déroulent à l'intérieur de la famille. Alors l'auteur peut être un père, un beau-père, un grand frère, un oncle, mais c'est la majorité des cas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu l'inceste qui n'ont jamais porté plainte, que ça n'a jamais été connu, et que les chiffres qu'on a sont bien en dessous de la réalité de l'inceste. Difficile donc de recenser les crimes d'inceste en Europe. Par définition, ils se déroulent dans le secret. Les victimes ont du mal à se déclarer, à charger leur père, leur frère, leur oncle. Néanmoins, depuis quelques années, la parole se libère, des affaires voient le jour. Des affaires qui impliquent tout type d'abuseurs. L'écrasante majorité d'entre eux sont ce qu'on appelle les névrosés immatures, comme Bernard. Ils sont plutôt frustes, sévissent en ville comme à la campagne. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont souvent débiles légers, comme l'affirme le psychiatre Roland Coutenceau, qu'ils sont ignorants de la loi. Les abuseurs connaissent parfaitement la prohibition de l'inceste, quoi qu'ils disent. Est-ce que vous voyez un seul individu en France qui ne sait pas, qui ne saurait pas, le jour même de sa naissance, ça fait partie de notre culture, de notre transmission, je dirais presque génétique, qu'on ne peut pas coucher avec sa fille? Peut-être bien qu'il y en a un. Allez chercher, présentez-le-moi. Alors la question pour nous comme thérapeutes, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cet interdit n'a pas fonctionné, et c'est toujours multifactoriel. Il n'y a pas une seule explication, il y en a toujours plusieurs. Alors pourquoi Bernard a-t-il franchi la ligne rouge? Comme la majorité des incestueux, il n'est pas pédophile. Comment a-t-il pu un jour désirer sa propre enfant? Le déclencheur, je dirais, serait en premier lieu l'immaturité de l'auteur d'inceste, de l'abuseur. Car il faut être immature pour arriver à adultifier un enfant. Il faut être un gosse soi-même pour faire monter au rang d'adulte un enfant. Parce que c'est d'abord ça l'inceste, avant d'être sexuel. C'est d'adultifier l'enfant. Ces incestueux névrosés sont immatures. Et cette immaturité les rend parfois incapables d'affronter l'extérieur et les femmes. Alors, malheureusement, c'est chez eux qu'ils assouvissent leurs pulsions sexuelles. L'univers de l'inceste, c'est avant tout ce huis clos. Mais ce n'est pas la seule raison.
Ces abuseurs ont souvent des carences affectives et il faut parfois fouiller leur passé pour percer leur mystère. On s'accorde à penser que 30 à 50% des auteurs d'abus ont eux-mêmes subi un abus dans l'enfance. Ceux qui grandissent dans l'inceste, ce qui est le grand risque, c'est qu'ils soient dans la confusion des rôles, qu'ils aient du mal à se trouver, qu'ils aient du mal ensuite à se situer en tant que ou parents, ou plus âgés, ou dans des rôles de responsabilité, ou dans des rôles de limites corporelles, ou de structurer leurs limites. Oui, il y a une confusion. Certains incestueux ont donc eux-mêmes été victimes d'inceste. Mais invoquer un passé douloureux leur sert parfois de stratégie de défense pour bénéficier de circonstances atténuantes. Car quand le tabou explose, le grand-père ou le père abuseur risque jusqu'à 20 ans d'incarcération. Bernard aura passé 3 ans enfermé. Il est sorti de prison en 2007. Depuis, il est soumis à une obligation de soins à l'hôpital psychiatrique d'Angers, dans l'un des rares centres européens qui prend en charge les incestueux. Aujourd'hui, il participe à un groupe de parole avec d'autres agresseurs sexuels. Elle a 13 ans, elle est enrhumée, son père lui applique un baume sur la poitrine. Allez-y, dites un peu ce que vous en pensez. Un enfant à 13 ans, déjà, elle peut se le faire toute seule. Et moi, par rapport à son âge, je dis non. Alors, vous diriez ça où alors? Pour moi, c'est non acceptable, elle se le fait toute seule, quoi. Là, on parle de la poitrine, mais si elle avait une entorse, là, elle serait en droit de demander à son père d'y masser la cheville pour une entorse. Donc là, il n'y aura rien de déplacé. Mais là, c'est parce que comme elle a 13 ans et c'est au niveau de la poitrine, comme ça pourrait aussi être au niveau... voilà, c'est des endroits, théoriquement, qu'à 13 ans, nous, en tant qu'hommes... Ici, des abuseurs qui tous émanent à peu près du même milieu. Voilà. C'est pour ça. Donc il faut bien rester dans... L'inceste touche tous les milieux, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Est-ce que ça revient à dire qu'il a la même fréquence dans tous les milieux? Est-ce qu'on a à chaque fois la même configuration? Non, il y a un inceste qui est plus typique de couches dites défavorisées. Ne serait-ce que par la proximité physique. Enfin, vivre à 6 dans 2 pièces, c'est pas tout à fait anodin sur le plan du respect de la pudeur. Parce que les parents peut-être vont faire l'amour en pensant que les enfants dorment et que les enfants entendent d'une oreille et que une espèce d'immixtion symbolique réelle de l'enfant dans la sexualité des parents. Petit à petit, les frontières deviennent floues, et de flou, elles deviennent absentes. Si 80% des abuseurs sont ce que les experts appellent des névrosés immatures, souvent alcooliques, désocialisés, le crime d'inceste frappe aussi là où on ne l'attend pas, dans de grandes familles, des milieux bourgeois, intellectuels, éclairés. Romain a 34 ans. Il est artiste peintre, vient d'une famille éduquée. Bref, rien ne l'a jamais prédisposé au passage à l'acte. Pourtant, il y a 3 semaines, sa fille de 5 ans révèle à sa mère avoir été abusée par lui. Acculé, il prend les devants, fait le choix de se dénoncer lui-même le lendemain à la police. Il passe en jugement dans quelques jours. Pour préparer son procès, il rencontre Latifa Benari, présidente d'une association spécialisée dans les crimes d'inceste. Bonjour. Bonjour, on se fait la bise. On se connaît. Je suis ravi de vous voir. C'est réciproque. Comment ça va? Pas trop mal. Est-ce que vous avez conscience quand même que le jour du procès, vous risquez de ne pas... Quand même que le jour du procès, vous risquez de ne pas retrouver la porte de la liberté? Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est une date où il faudra que je m'organise un peu avant, parce que c'est la possibilité la moins attrayante, quoi. Mais bon, je m'y suis préparé, oui. Est-ce que vous pensez que vous mériterez cette sanction, ou c'est juste pour répondre
à la justice et puis au souhait de la société? Ou bien vous pensez vraiment que vous le méritez? Ben après, moi, il faudrait pas que je me juge. Enfin, je me substitue pas au jugement qui sera prononcé. J'attends le jugement. J'attends ce qu'on va me dire. Romain semble assumer le crime d'inceste qu'il a commis. Il reconnaît même avoir élaboré des stratégies pour posséder sa propre fille. Il nous raconte comment il a sombré. C'était un enfant désiré, un enfant de l'amour. Et j'ai très bien accepté ma parentalité. J'étais vraiment heureux d'être père. Et je me suis beaucoup impliqué dans toutes les petites tâches quotidiennes, les couches, les biberons, les courses. Non, j'étais un père impliqué. Alors assez insidieusement, bon, c'est la routine du couple, deux parents qui travaillent. On se perd un peu de vue. Et j'avais pas envie de tomber dans l'adultère, d'autant plus que, on va dire que moi je souffre de complexes d'acceptation ou de séduction. Pour moi la séduction c'est quelque chose de compliqué, de douloureux. Donc je me lançais pas dans la conquête de quelqu'un d'autre. Un jour vous basculez? Ça n'est pas arrivé tout d'un coup, parce que forcément avant l'acte, il y a l'envie. Et l'envie est née, ma fille est entre 4 et 5 ans, elle est aussi à la découverte de son corps, de ses sensations, donc elle commence à se toucher avec l'innocence d'un enfant, sans se cacher. Moi je voyais en ma fille un être pourvu d'un sexe et qui montrait de la curiosité pour cela. Et je pense que j'ai voulu entamer une initiation. Ça allait de l'attouchement, donc des caresses avec la main ou la langue, et je lui permettais de toucher mon sexe à moi. J'ai toujours été à l'écoute dans ces moments-là de ma fille. Et si elle me disait stop, je la forçais pas. Et en même temps, c'est faux parce que je m'arrangeais bien pour que les choses arrivent. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup profité de l'admiration que ma fille avait pour moi, pour l'entraîner dans des situations qui permettaient que les choses aient lieu. Ça a lieu lors de l'absence de ma femme. Donc c'est un petit peu prémédité? Ah oui, complètement. Ça, c'était... les gestes... je me suis pas retrouvé... je veux pas me trouver des excuses. Je veux pas me réfugier derrière... je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mes gestes ont dépassé ma pensée. Non, j'ai eu envie, je l'ai fait. Je m'arrangeais pour que ma fille sache qu'il ne fallait pas en parler et que si ça venait à être découvert, que papa aurait de graves ennuis et irait peut-être en prison. Romain, contrairement à d'autres abuseurs dits intellectuels, n'aura pas réussi longtemps à garder le secret. Sa fille l'aurait livré très vite, après 4 mois de relations incestueuses. En revanche, les techniques de séduction qu'il a mises en place et la manipulation dont il a fait preuve sont évidentes et caractéristiques. C'est souvent dans ces familles-là qu'on voit le choix, l'élection d'un dans la fratrie qui va devenir quasiment une sorte d'autre conjoint.
épargnant ainsi les autres, et avec une thématique, je dirais, autour de la notion d'initiation. C'est-à-dire ces pères-là, ou ces auteurs d'inceste-là, si ce ne sont pas des pères, n'ont pas forcément l'impression de faire du mal, ils se vivent comme ayant éveillé la sensualité de l'enfant. Je dirais que le mot-clé, c'est la perversion. Pas au sens sexuel du terme, au sens moral. Manipulation, double jeu, double lien, injonction paradoxale, enfin, tous les ingrédients qui font que psychologiquement on puisse aliéner quelqu'un sans jamais faire preuve de la moindre brutalité. 10 à 15% des incestueux seraient comme Romain des hommes éduqués. Parmi eux, des publicitaires, des ingénieurs, des politiques. Beaucoup d'entre eux se drapent dans des habits de moralistes. Je me souviens d'un père qui était très très intégriste. Il interdisait ses filles de 3 ans d'avoir les jambes nues. En plein été, par 30 degrés, elles devaient avoir des collants. Des hommes qui vont se réfugier dans des crises mystiques. Je le dis sans esprit blasphématoire, Dieu lave plus blanc. Ils luttent contre le diable qui est en eux en essayant d'être des saints. Et en même temps, si je suis un saint, on ne me soupçonnera pas. Insoupçonnables, les abuseurs dits intellectuels sont ceux qui échappent le plus à la justice. Lors des procès, ils sont souvent dans le déni et essaient de mettre le couvercle sur les faits qu'ils ont commis. Ceux qui sont évidemment mis en lumière, ceux qui font la une des journaux, ce sont les prédateurs sadiques, les monstres. Et la dernière catégorie d'abuseurs qui représenterait 5% des incestueux. Comme l'Autrichien Joseph Fritzl, Cyril Griot est l'un d'entre eux. Baptisé le monstre de Magnanville, il a violé, torturé et séquestré son beau-fils durant 6 ans. Jugé cette année, il a été condamné à 15 ans de prison. Spécialisé dans les crimes d'inceste, l'avocate de la victime, maître Dosé, n'a jamais vu cela. On est au maximum de, je pense, de ce que quelqu'un peut subir, d'accord, sur tous les registres. C'est-à-dire que ce soit la violence sexuelle, la violence physique, la violence psychique. Et puis l'humiliation totale, hein, jusqu'à effectivement obliger quelqu'un à manger ses excréments. Pourtant, comme beaucoup d'incestueux, Cyril Griot n'avait aucun antécédent judiciaire. Il venait d'une famille sereine, soudée. Technicien, inséré, il était respecté de son voisinage. Ce qui frappe souvent, c'est les micro-trottoirs qu'on fait, hein, et les voisins qui disent « mais on comprend pas, il allait chercher tous ses enfants à la sortie de l'école, jamais on n'aurait cru que, etc. » Donc c'est la coexistence, si vous voulez, d'une partie de la vie qui est monstrueuse au sens propre du terme, et puis d'une normalité, voire d'une hyper-normalité affichée. Parce que, en fait, les grands pervers sont clivés. C'est-à-dire que coexistent deux réalités en même temps. Ils savent très bien, hein, c'est pas qu'ils savent pas, ils savent que l'autre partie existe. Mais ils arrivent très bien à switcher de l'une à l'autre assez facilement. C'est ça qui déconcerte beaucoup. Pervers clivés, les prédateurs tels que Cyril Griot sont souvent intelligents. Et selon l'expertise psychologique du monstre de Magnanville, chez cet homme de stature relativement imposante, un aspect manipulateur est perceptible. Surtout, ce sont des despotes, des tyrans familiaux qui aiment faire mal à leurs victimes. S'il y a du sadisme, il y a du plaisir pour l'auteur. Le sadisme, encore une fois, ne se limitant pas à la brutalité, mais à l'emprise, la soumission, l'assujettissement de l'autre, la chosification de l'autre, pour le sadisme moral, et pour le sadisme sexuel, même la peur étant un ingrédient érotique. Souvent, le sexuel est plus pour humilier, punir, avilir, avoir sous la main, être sûr qu'on a le contrôle.
Donc, être sûr d'avoir le contrôle sur la victime pour exister. Ces auteurs ne cherchent même pas à minorer leurs responsabilités. Hein. Ils sont simplement surpris que leur victime ait eu la force de s'échapper ou de parler, parce que c'est quelque chose qu'ils ne semblaient même pas avoir imaginé. Prédateur sadique, névrosé immature, intellectuel pervers, les différents profils d'abuseurs répondent tous à des logiques différentes. Un trait commun pourtant. Très peu d'entre eux sont aujourd'hui dénoncés. Alors combien d'hommes passent encore à travers les mailles du filet? Combien meurent tranquillement dans leur lit sans que leur terrible secret ait été révélé? S'il est connu, l'inceste masculin demeure toujours l'un des tabous majeurs. Et que dire de celui qu'aujourd'hui on ne détecte quasiment jamais? Peut-être parce qu'il est moins courant, peut-être parce qu'il est indicible, celui des mères abuseuses. Voilà, c'était donc Coupable d'inceste, un film signé Cyril de Turckheim et François Borde. Alors avec moi sur ce plateau, pour prolonger les deux films que nous venons de voir, deux invités. D'abord à ma gauche, Martine Nice, qui est thérapeute familiale et cofondatrice du centre de Buttes Chaumont à Paris. Vous avez publié plusieurs livres sur l'inceste, dont celui-ci, Quand la famille marche sur la tête, c'est aux éditions du Seuil. Et puis à ma droite, Hans-Jörg Albrecht, vous êtes directeur du Max Planck Institut de droit pénal international à Fribourg. Et vous avez publié l'étude de référence en Allemagne sur l'inceste. On en parlera tout à l'heure. C'est une étude qui est disponible sur le site du Max Planck Institute. Alors, quelques chiffres pour commencer. D'abord, toutes les études convergent pour dire qu'environ 70% des abus sexuels ont lieu au sein d'une même famille. Et ensuite, l'étude de Hans-Jörg Albrecht évalue entre 2 et 4%, me semble-t-il, les victimes d'inceste dans les grands pays occidentaux. 2-4%, c'est un chiffre énorme ramené à la population globale. Et puis enfin, en France, un sondage, qui est un sondage Ipsos de 2009, qui évalue à 2 millions les victimes d'inceste, donc sur une population d'environ 65 millions. 2 millions, c'est un chiffre là aussi considérable. Et puis, une autre précision. En France, le mot inceste est très commun. Il désigne une relation sexuelle entre proches parents. En Allemagne, en revanche, le mot inceste est peu employé. Et on évoque plutôt la notion plus générale d'abus sexuel. Alors, pour être bien compris de part et d'autre du Rhin, je précise que ce soir, dans ce débat, nous serons centrés sur les agressions sexuelles au sein de la famille et pas sur les abus sexuels en général. Alors, d'abord, premier acteur de cette sinistre histoire, par certains côtés, ce sont les victimes. Alors, ma première question, c'est pour vous, Martine Nice. En préparant cette émission, vous nous avez dit que le chiffre de 2 millions de victimes dont je viens de parler vous semblait fiable. Mais vous insistez aussi beaucoup sur le fait qu'il n'existe pas un type d'inceste, que ça réunit plusieurs types d'inceste. Vous parlez de climat incestueux, de gestes incestueux, d'agressions sexuelles, de viols répétés. Ça recouvre cette réalité-là. Alors, qu'est-ce que ces termes recouvrent, ces différentes expressions que je viens de prononcer ? Ces différentes expressions recouvrent différents actes ou différentes menaces de passage à l'acte sexuel d'un adulte sur un enfant dans une même famille. Donc un climat incestuel plutôt qu'incestueux, c'est un climat où il y a une érotisation des contacts, mais il n'y a pas de geste direct sur l'enfant. Où se produit la frontière? C'est difficile. Elle se produit où? Elle existe où, la frontière, entre ce qui relève, je dirais, de la relation parent-enfant et de l'acte incestueux lui-même? La frontière, elle est dans l'intention de l'adulte qui pose un geste sur l'enfant avec une intention sexuelle, c'est-à-dire avec l'idée d'en retirer un plaisir pour lui. Il n'y a pas que des adultes aussi, il y a des mineurs des frères qui commettent des agressions sexuelles sur les plus jeunes ou des sœurs. Ça réside dans l'intention. Est-ce qu'un climat incestueux est du même type qu'un viol? Pas du tout. Enfin, il y a une gradation là-dedans. Je pense qu'il faut reprendre cette formule qui a été utilisée dans le documentaire de très grande qualité sur les victimes. C'est que c'est un viol qui dure des années. Quand il s'agit d'un viol incestueux,
C'est très rare qu'il y ait un seul acte. En règle générale, c'est l'emprise sexuelle d'un plus fort sur un plus faible dans la famille. Alors on va revenir sur cette notion d'emprise. Hans-Jörg, vous avez beaucoup insisté sur les différentes formes prises par l'inceste. Alors selon vos recherches, quels sont les cas les plus courants? Ce que les recherches permettent de dire, c'est d'ailleurs la même chose pour d'autres phénomènes sociaux, c'est que les cas les plus graves d'abus sexuels, les cas extrêmes de violence sexuelle, les viols, ces cas-là sont finalement plutôt rares. Les cas moins extrêmes d'abus sexuels, qui peuvent ne pas perdurer sur une très longue période, sont pour leur part nettement plus répandus. Alors, on ne connaît pas les chiffres exacts, mais vous parliez tout à l'heure de 2 à 4% de la population, surtout de la population féminine, qui déclare avoir été victime d'abus sexuels. Vous dites la plupart du temps que l'abus sexuel a lieu, la plupart du temps, qu'une ou deux fois, pas plus. Ce qui est déjà beaucoup trop, évidemment. Oui, ça, ce sont les cas visiblement les plus répandus. Les cas les plus graves de violences sexuelles sont plutôt rares. Et les cas dans lesquels ces violences sexuelles s'étendent sur de longues périodes, voire sur des années, sont encore plus rares. Quant aux cas extrêmes, comme l'affaire Fritzl en Autriche, ce sont des faits absolument exceptionnels, très très rares. Alors Martine Nice, vous dites que l'inceste se produit la plupart du temps sur des années, oui. Ou bien est-ce qu'il a plutôt lieu quelques semaines ou même seulement une ou deux fois? C'est plutôt quelque chose qui dure? Alors je vais croire qu'au centre des buts de Chaumont, nous ne recevons que les situations les plus extrêmes, parce que la plupart des familles orientées vers nous par des magistrats ou par des travailleurs sociaux, il s'agit vraiment de liaisons incestueuses. Pour moi, c'est extrêmement rare, l'unique attaque ou une ou deux fois. Mais je pense que je n'ai pas, je n'ai pas une étude générale sur l'ensemble du pays. En France, dans ce que je peux voir, avec peut-être le biais de recrutement que j'ai, puisque nous sommes spécialisés, le banal du banal, c'est la liaison incestueuse qui dure, qui commence tout petit, vers 3-4 ans, et qui va jusqu'à l'adolescence, où ça se révèle parce que l'adolescent rencontre quelqu'un qu'il se met à aimer et il peut comparer. Voilà. Comment expliquer que la victime n'arrive pas à se défendre, n'arrive pas à dire non? C'est un effroi. L'enfant est plongé immédiatement dans l'effroi, la peur, et il vit une expérience qui est proche de l'anéantissement. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. L'adulte ou le grand frère qui agit de cette façon-là n'est plus le même. Et en plus, c'est celui qui serait censé le protéger de la plupart du temps, qui est celui qui l'agresse, donc il n'a personne à qui se fier, à qui demander protection. Oui, il y a un effet de sidération sur la victime. L'enfant de 5 ou 7 ans n'a pas les mots qu'il lui faudrait pour exprimer l'agression sexuelle dont il est victime. Le jeune enfant n'a pas les outils de langage pour exposer et dénoncer les faits. Alors, les conséquences de l'inceste sur les victimes, je vais employer le mot des pathologies, entre guillemets, parce qu'évidemment, bon, c'est un mot barbare pour parler de tout ça. Mais quels sont les symptômes et les conséquences sur les victimes de l'inceste? Elles sont essentiellement de deux ordres. Il y a d'une part ce qui résulte d'une façon générale d'un traumatisme grave, quel qu'il soit. Et puis, il y a d'autre part un élément très important à mon sens, c'est la perte de confiance. Perte de confiance parce que l'agresseur est une personne dont on est très proche et dont on ne s'attend pas à être agressé ou abusé. Cela détruit la confiance et c'est une des caractéristiques dans la vie des personnes victimes d'inceste. Cette incapacité à faire confiance dans toute la suite de leur existence. Cela n'est pas sans répercussion notamment sur l'éducation, dans la vie professionnelle, dans tous les domaines de l'existence. Vous dites, on trouve majoritairement l'inceste dans les milieux où sévissent l'alcoolisme, c'est vous qui le dites, la promiscuité, des familles très enfermées sur elles-mêmes. Apparemment, Martine Nice ne pense pas ça. Non. Elle pense que l'inceste empoisonne tous les milieux et qu'il peut y avoir des pervers partout. Alors,
Précision. Il pouvait y avoir des pervers partout, ça ce ne sont pas mes propos. D'accord. Mais il pouvait y avoir de l'inceste partout, c'est pas tout à fait pareil. De l'inceste partout. Vous dites plutôt, c'est dans les... Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, dass die ersten Untersuchungen, die Anfang Non, des ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est que les premières études qui ont été menées sur l'inceste au début du XXe siècle ont cherché le problème et ont trouvé le problème dans les couches les plus modestes de la société, dans des familles marquées par le chômage, l'alcoolisme, l'accumulation de difficultés sociales. Cette vision des choses a évolué depuis, vous avez tout à fait raison. On a constaté que le problème est bien plus ample et n'est pas limité aux classes sociales les plus modestes, mais que le phénomène se produit aussi dans des milieux et dans des familles où l'on n'aurait pas imaginé qu'il puisse se produire, et dans des environnements, à l'internat, à l'école, des environnements auxquels on n'avait pas pensé lors de ses premières études il y a un siècle, donc dans des lieux protégés. Vous êtes d'accord quand même pour dire que ça touche tous les milieux, même si ça touche certains milieux plus que d'autres. On va faire simple. C'est peut-être plus détecté dans certains milieux que dans d'autres. Que dans d'autres, d'accord. C'est très difficile. Mais d'accord. Mais il n'y a pas de déterminisme social dans cette affaire. Non, c'est transgénérationnel. Ce sont des transmissions de comportement d'une génération à l'autre. D'accord. Vous dites il y a une logique familiale que l'on peut mettre à jour en reprenant le schéma familial sur plusieurs générations. Oui, oui. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que quand on arrive quand une famille vient consulter une génération T, l'enfant abusé par le père, en général il est en prison, on a l'enfant, la mère, les frères, les sœurs, on travaille avec les grands-parents et on s'aperçoit qu'il y a eu dans les générations précédentes des dysfonctionnements, souvent sexuels, parfois maltraitants physiquement et pas sexuels, mais il y a des difficultés dans la parentalité qui ont laissé des traces, et ce sont des traces très anciennes qui se transmettent inconsciemment d'une génération à l'autre, et bien souvent quand on va interroger l'histoire de l'agresseur, nous aurons des explications très simples, des secrets de famille qui vont surgir, ou la question de l'abus d'un enfant, de la terreur d'un enfant. Est-ce que pour résumer, on pourrait dire que c'est la même chose qu'on retrouve parfois dans les viols, que les violeurs ont eux-mêmes été violés? Je peux dire que n'est pas forcément obligatoire qu'un agresseur ait été lui-même agressé pour qu'il agresse. Il a pu être témoin. Ça peut être sa propre mère qui était victime d'inceste et qui a amnésié ce qu'elle a subi et qui a choisi des partenaires violents, abusifs. Il a peut-être assisté à des violences conjugales dans lesquelles sont intégrés souvent des viols conjugaux. Il a grandi... D'accord, donc voilà. il a grandi dans un climat comme celui-là. Parce que je ne peux pas... Alors, oui. L'autre question, monsieur Albrecht. Oui, je souhaitais revenir sur un autre point. Il s'agit là effectivement d'une hypothèse que l'on étudie depuis un certain temps et qui est peut-être tout à fait fondée. Mais par ailleurs, on sait aussi que la plupart des personnes qui ont été victimes d'inceste ou d'abus sexuels au sein de leur famille peuvent tout à fait mener plus tard une vie familiale parfaitement équilibrée et être de bons parents. Donc visiblement, l'expérience des violences subies ne suffit pas à expliquer que certains commettent l'inceste. Tout le monde ne digère pas un tel vécu de la même façon, et l'une des grandes questions auxquelles nous allons devoir nous intéresser dans l'avenir, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes, malgré les abus sexuels qu'elles ont subis dans leur enfance, parviennent à mener ensuite une vie normale, et en particulier à avoir une vie de famille parfaitement normale. Alors, autre question. Allez-y. Mais si possible, rapidement, oui, la différence, c'est la main tendue de façon bienveillante à un moment donné dans la vie de ces personnes. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres modèles d'identification. Ce qui permet d'avoir une vie où ils seront des parents attentifs. Et en cas de difficulté, ils seront capables d'appeler à l'aide vers une autre main tendue, que ça soit sociale ou thérapeutique. Voilà, c'est ça la différence. Alors, l'autre question que je voudrais poser, ça concerne aussi les relations frères-sœurs, dont on dit qu'elles concernent à peu près 50% des adolescentes abusées. C'est en tous les cas
un chercheur américain qui explique que l'inceste frère-sœur est le plus répandu, et c'est en même temps probablement, ou l'un des plus répandus, en tous les cas, c'est l'un des moins connus. Pourquoi ? Oui, c'est exact, oui. Eh bien, parce que ce phénomène n'a pratiquement pas été étudié jusqu'ici. L'attention de la société et des politiques s'est concentrée jusqu'ici sur les cas d'abus sexuels entre les générations et, d'une manière générale, sur l'inceste entre père et fille. Mais on s'est pour le moment très peu penché sur les autres formes d'inceste existantes. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on n'a pas regardé là? Parce que visiblement la police et la justice ont beaucoup plus rarement connaissance de tels cas. Et parce qu'en général, ces affaires... Pourquoi c'est plus tabou que le reste, ça? Je ne pense pas que ce soit une question de tabou. C'est surtout parce qu'en général, ces relations incestueuses sont plus passagères, ne durent pas aussi longtemps, et que les faits ne sont souvent pas aussi graves. Martine, vous dans votre centre, vous en voyez beaucoup passer? Beaucoup, beaucoup. Mais je pense qu'il faut revenir au fait qu'il n'y a pas de politique de signalement des enfants pour lesquels on craint qu'ils aient été abusés. Parce que nous avons fait des progrès aussi en France à partir de cela. Et si je réfléchis, au début de l'ouverture du centre, nous ne recevions que des histoires d'inceste père-fille. Ensuite, nous avons vu père-fils. Après, nous avons vu père-mère-enfant. Après, nous avons reçu les frères, sœurs, abuseurs et les incestes maternels. Et les mêmes mères, fils, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire que petit à petit, nous nous sommes habitués... Mais à mieux les observer, à mieux déduire des symptômes présentés, que peut-être on pouvait émettre une supposition, une hypothèse d'inceste. C'est ça, c'est notre devoir d'émettre des hypothèses. Mais si vous permettez, vous allez peut-être trouver ma question absurde, mais bon, je vais quand même la poser. Est-ce qu'il y a des souffrances, des souffrances plus grandes dans une relation frère-sœur que dans une relation père-enfant, père-fille? Qu'est-ce qui se joue il se joue des choses de nature différente là? La nature différente, c'est qu'un frère aîné ou une sœur aînée, mais plutôt les frères aînés, n'ont pas l'autorité d'un adulte et donc ont beaucoup plus recours à la violence physique pour arriver à leur fin. Voilà, mais en tout cas, en ce qui concerne l'inceste frère-sœur, par exemple, donc on est en train de faire une étude sur le devenir de ces enfants qu'on a soignés depuis plus de 20 ans. À l'époque, sur une vingtaine de cas qu'on vient de retrouver, il y a peut-être 4 affaires de frères-sœurs. Le reste, c'est père-enfant. Aujourd'hui, c'est la moitié. On a autant d'affaires dans la fratrie qu'avec les parents. Et les mères? Alors les mères, c'est plus faible, mais ça existe. Alors les Anglais disent que c'est entre 5 à 20% de la totalité des agressions sexuelles commises sur les enfants qui sont commises par des femmes. Des femmes sur leurs fils en général ou sur leurs filles? Les filles, pareil. La femme pédocriminelle, celle qui s'attaque à des enfants qui ne sont pas les siens, ça existe, mais elles sont rarement débusquées. Et pourtant, on a des affaires qui ont défrayé la chronique les années précédentes, avec des réseaux de familles, amis, où les femmes étaient tout à fait participantes et même initiatrices dans certaines affaires. Je pense à Angers, qui ont été bien traitées. Donc, on est encore et toujours en train de découvrir, de comprendre ces fonctionnements. C'est vertigineux ce que vous nous racontez. Oui, je sais. C'est vertigineux. Quand vous parlez on parlait de la nomenclature qu'il y avait dans le deuxième film sur les pères sadiques, les pères pervers, les pères immatures. Quand on a parlé de ça ensemble tout à l'heure avant cette émission, vous m'aviez dit ce qui fait le point commun de ces 3 pères. C'est l'absence d'empathie. Oui, il semble que ce soit un élément récurrent de l'inceste, qu'il s'agisse d'une absence d'empathie ou d'un manque de contrôle de soi et de ses actes. Et alors vous êtes allé plus loin dans l'explication. Vous m'avez expliqué qu'il y avait des recherches en Allemagne qui se menaient pour essayer d'expliquer scientifiquement cette absence d'empathie. Oui, depuis quelques années, la neurologie, les neurosciences cherchent à expliquer pourquoi certaines personnes ont visiblement peu d'empathie ou peu de compassion pour les autres.
Et c'est une piste que les scientifiques vont devoir approfondir à l'avenir. La neurologie, c'est-à-dire dans le cerveau ? Les examens neurologiques, oui, qui peuvent parfois apporter des éléments d'explication supplémentaires. Parce que la description du névrosé immature ou du sadique ne constitue pas en soi une explication. On peut constater a posteriori qu'on avait affaire à un sadique, comme c'est visiblement le cas dans l'affaire Fritzl. On peut évidemment décrire et diagnostiquer une névrose, mais... Je voulais qu'ils nous disent ça, Martin Nice, parce que je pense que ça ouvre, si vous voulez. On va arrêter la conversation sur ce point, parce que je voulais simplement qu'ils l'expriment pour savoir où va aussi la recherche pour expliquer cette absence d'empathie, qui est quand même l'énigme fondamentale pour ce qui me concerne, en tous les cas, et je pense pour beaucoup de gens qui nous regardent dans cette affaire. Le troisième volet, dans cette affaire, il y a les victimes, il y a les abuseurs, et puis il y a les complices. Les complices, comme je le disais en commençant cette émission, c'est ce que écrit Pascal Soler dans Le Mur du Silence, quand elle dit « craignant les représailles ou la destruction de la cellule familiale, chacun des membres du système contaminé par l'inceste mettra tout en œuvre pour que le secret qui les enchaîne ne soit pas révélé. » Autrement dit, c'est la famille qui est en cause dans cette affaire, puisque on ne veut pas briser le silence, parce qu'en brisant le silence, on brise la famille. Et au cœur de la famille, il y a évidemment, comme on l'a vu dans le premier film, la mère, qui est la plupart du temps témoin, ou en tous les cas pas très loin du moment où se produit le viol, où se produit l'agression. Là aussi, si c'est très difficile de comprendre qu'un père se livre à ça sur l'enfant, j'allais presque dire c'est encore presque aussi difficile de comprendre que la mère ne bouge pas et laisse faire. Martine Nice. Avant de parler du rôle des mères, je pense qu'il est plus utile de parler des carences maternelles de ces mères, c'est-à-dire des carences maternelles qu'elles ont elles-mêmes subies dans leur enfance, qui font qu'elles ne peuvent pas donner ce qu'elles n'ont pas reçu. Et elles vont aussi être dans des anesthésies émotionnelles très complexes qui vont les faire s'orienter vers des hommes potentiellement dangereux sexuellement pour leurs enfants. D'accord, mais vous êtes déjà dans, excusez-moi, dans le pourquoi. Quelle est leur attitude dans la famille dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se joue? Alors, vous me dites c'est probablement des comportements émotionnels qui remontent à... Elles sont, pour dire plus simplement, elles sont aveugles et sourdes et insensibles. Je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée à un ami avocat quand j'ai préparé cette émission. Et cet ami avocat défendait un père abuseur qui lui disait en permanence « je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent », jusqu'au jour où l'avocat a dit « écoutez, ça suffit maintenant, si vous êtes innocent, prouvez-le ». Et un jour, il est arrivé triomphant en disant « ça y est, c'est fait ». Et il lui a dit « qu'est-ce que vous avez fait ?» Il a dit « ma femme a écrit au président de la République ». Il a téléphoné au cabinet du président de la République. Effectivement, il y avait une lettre qui avait été écrite par sa femme. Et cette lettre disait « mon mari est innocent », il y avait toute une série de choses qui étaient dites. Et puis à la fin, ça se terminait. Et puis de toute façon, il vaut mieux qu'il fasse ça chez moi plutôt qu'il aille voir ailleurs. C'était ça, sa réponse. Magnifique. Voilà, donc ce sont des femmes qui ont une peur terrifiante de l'abandon à cause de ces carences maternelles. C'est plus effrayant pour elles de se retrouver seules que d'accepter de soutenir leur enfant en se confrontant à la réalité de la violence sexuelle exercée par leur mari. Le plus important pour elles, c'est la peur de l'abandon. Et on voit certaines d'entre elles, elles ont leur premier compagnon qui est en détention, elles vont retomber amoureuses d'un autre qui aura les mêmes capacités entre guillemets, les mêmes handicaps dans la relation, qui vont à nouveau abuser des enfants. On a comme ça des mères qui, de compagnon en compagnon, ont une boussole intérieure qui les amène directement vers celui qui. Ich denke, dass sicher das von
Je crois que chez les femmes ou les personnes qui sont au courant de la relation incestueuse ou qui pourraient savoir quels abus les enfants subissent dans leur famille, il y a le poids énorme de cette volonté de préserver la structure familiale, de vouloir faire en sorte que la famille continue de fonctionner, au moins en apparence, vis-à-vis du monde extérieur. Ce phénomène était certainement beaucoup plus marqué dans les années 50 et 60. Cette volonté que, au moins vis-à-vis de l'extérieur, la famille reste intacte. Je comprends. Mais vous, Martine, qui êtes sur le terrain, est-ce que vous considérez que ce serait une bonne chose pour les enfants, pour les victimes? Donc, si on se place de ce point de vue-là, qui est quand même le point de vue le plus important, qu'il y ait obligation pour, dans la loi, de dénoncer tout soupçon de la part de la mère et des proches de la famille? Mais ça existe depuis la loi du 10 juillet 89. En France. C'est pas une obligation, c'est une possibilité de. D'accord. Voilà, c'est renforcé par la loi de 98, renforcé par la loi de... À l'inverse, si la femme est témoin et ne le dit pas, est-ce qu'elle est condamnée? Elle peut, absolument. Elle peut l'être. Ah bah oui. Il y a eu des cas aujourd'hui? Mais oui, vous venez d'en parler. Oui. Et absolument. Des mères au courant et qui ferment les yeux, elles sont passibles de poursuites pour complicité, là. D'accord. Alors, peut-être passives et non pas actives, mais et non qui ont été dénonciation de crime. Oui, oui, elles augmentent ces condamnations. Parce que je pense qu'il faut, puisque vous avez décidé de faire cette émission sur l'inceste, il faut vraiment voir le système incestueux. Ce n'est pas un drame qui se vit entre la victime et son agresseur, c'est un drame qui se vit à minima à 3 avec la mère de l'enfant, et qui se vit avec les autres personnes de la famille. Alors, on va finir par des solutions très concrètes pour les personnes. Donc, si des téléspectateurs qui nous ont écoutés ce soir se sentent d'une façon ou d'une autre concernés par cette affaire, à qui peuvent-ils s'adresser en France et en Allemagne? Alors en France, au 119, c'est 24 heures sur 24, téléphone, anonyme s'ils le veulent. En Allemagne? C'est la même chose. Il existe des centres d'assistance, les dispositifs de protection de l'enfance et des organismes d'aide aux victimes. Mais concrètement, il y a un 119 comme ça en Allemagne? C'est national, hein. C'est gouvernemental le 119. En Allemagne, il n'y a pas de numéro unique, mais des agences régionales auxquelles on peut s'adresser et qui sont en général bien connues du public. Alors, deuxième question, comment rentrer en contact avec les thérapeutes? Il y a encore d'autres solutions, mais vous ne voulez que celle-là. Allez-y. Mais si, on est là pour ça. Parce qu'il y a l'assistante sociale du secteur, il y a l'assistante sociale de l'école, il veut déjà aussi. D'accord. Dans ce métier. Et comment rentrer en contact avec les thérapeutes? Alors les thérapeutes, il y en a. Alors pareil, il y a en France tout un dispositif d'hygiène mentale public avec des psychologues sectorisés et c'est gratuit. Et il y en a dans toutes les régions de France, dans toutes les villes. Puis après il y a les services privés, bien sûr. Mais oui, il y a pléthore de psychologues. D'accord. Et comment s'adresser à la justice? D'une manière générale, une lettre. Un enfant peut lui-même saisir un juge des enfants. Et pardonnez-moi, un enfant a le droit de se rendre au tribunal pour demander à voir un juge des enfants. Mais une lettre, ça suffit. À mon avis, le problème, ce n'est pas l'absence ou l'insuffisance de services d'alerte et d'assistance. Ces dispositifs existent en France comme en Allemagne, avec le soutien de thérapeutes, les assistantes sociales, les consultations spécialisées, la protection de l'enfance. Le problème, c'est plutôt que cette offre qui existe n'est pas suffisamment sollicitée. Souvent, les gens n'osent pas appeler pour faire un signalement ou demander de l'aide. Et c'est en général dans les cas d'abus les plus graves que l'on ne s'adresse pas aux services compétents, alors que ces services pourraient apporter un soutien aux victimes. C'est un sujet très compliqué. Oui. On a essayé de le rendre public et en tous les cas d'informer les téléspectateurs sur ce drame. J'espère que nous y sommes arrivés, malgré les difficultés du sujet et parfois la difficulté qu'il y a à se mettre à la place des gens qui subissent cette souffrance, et encore pire évidemment de ceux qui en abusent.
Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Quelques livres de nos invités, ils ne seront pas de trop, pour pousser plus loin la réflexion sur ce sujet, celui de Martine Nice et Dr Pierre Savoin, Quand la famille marche sur la tête. Donc c'est aux éditions du Seuil. Et puis le rapport de Hans-Jörg Albrecht, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'inceste, qui est disponible sur le site du Max Planck Institut de Fribourg. Je vous invite aussi à surfer sur le très bon site d'Arte. Vous pouvez aussi nous écrire, donc traditionnellement à Arte, 4 quai du Chanoine Winterer, c'est 60 008 Strasbourg. Bonsoir, à très vite sur Arte.